Imaginez-vous au cœur d'un champ de bataille silencieux, là où les seules armes visibles sont les convictions qui s'entrechoquent. Vous n'entendez ni l'éclat des obus, ni les cris des soldats, mais vous percevez un fracas plus sourd et plus profond, celui des valeurs qui s'entrechoquent. Pour certains combattants, ce n'est pas tant la maîtrise du terrain qui motive chaque pas, mais la certitude d'agir au nom d'une éthique supérieure. Dès les premières secondes, le spectateur est plongé dans une réalité où le sol même semble chargé de jugements moraux. Vous voyez deux camps se dresser, non pas pour la possession d'une colline ou d'une ville, mais pour défendre deux manières radicalement différentes de concevoir la justice. Dans ce duel d'idées, chaque soldat devient le porte-voix ambulant de principes qui lui sont chers. Pour l'un, la défense intransigeante de la liberté religieuse. Pour l'autre, la protection absolue de la souveraineté nationale. Le narrateur, tel un guide en terrain miné, évoque ses combattants comme des pèlerins de la morale, prêts à franchir les frontières physiques ou spirituelles pour faire triompher leur conception du bien. Il ne s'agit plus simplement de planter un drapeau. Il s'agit de démontrer, par la force, que la vision de l'autre est une hérésie que l'on doit corriger. Dans cette séquence, la caméra s'attarde sur les regards, celui, déterminé, d'un jeune officier qui voit ses actes comme une mission sacrée, celui, sombre, d'un combattant qui croit que chaque victoire est un pas vers l'instauration d'un ordre moral indiscutable. Sans un mot, le spectateur comprend que pour ces hommes et ces femmes, la ligne de front est d'abord celle qui sépare conception du bien et du mal. Le montage alterne gros plans et panoramiques lents, comme pour souligner l'écart entre l'individu et l'énormité de l'enjeu. Un monde où les principes prennent la forme tangible de tranchées et de planques. Des témoignages brefs, enregistrés sur le vif, s'invitent. Je me bats parce que je crois que l'histoire m'a donné la tâche de préserver un héritage sacré. La guerre n'est pas juste une question de terre. C'est le dernier rempart pour protéger ce qui, selon moi, est juste. Ces phrases résonnent comme des coups de tonnerre, rappelant que sous l'uniforme et l'armure se cache une vision du monde, une éthique à défendre jusqu'au bout. Le script joue alors sur le contraste. Alors que les lieux et les visages changent, l'idée reste la même, mais déclinaisons infinies. Et c'est cette tension permanente qui capte l'attention. Plutôt qu'un exposé froid, cette partie du script mise sur la dimension humaine. Elle invite le spectateur à s'interroger sur sa propre notion de justice. À chaque plan, l'enjeu devient personnel. Seriez-vous prêt à rejoindre l'un ou l'autre de ces deux camps? En faisant vibrer la corde sensible, le narrateur transmet avec force l'idée que la guerre d'éthique est avant tout un affrontement intérieur amplifié par la violence. Une faible lueur perce à travers la brume matinale, révélant un palais silencieux où résonne, au détour d'un corridor, un murmure grave. L'opération est lancée. Dans ce lieu où les tapis épais amortissent les pas, un monarque, silhouette aussi immuable qu'une statue de pierre, consulte la carte dressée devant lui. Son regard glisse sur les frontières, s'arrête longuement sur les rangs. Aucun mot n'est prononcé, et pourtant le nom vient se graver dans l'esprit. Opération de l'assassin. Le script adopte ici un rythme quasi cinématographique. La caméra virtuelle glisse sur les murs finement ouvragés, capte l'attention avant même que les lèvres ne se dessinent. L'audience se retrouve à la place de l'initié, témoin d'une décision lourde de conséquences. Chaque plan est coordonné pour faire naître un sentiment d'irrévocabilité. Un doigt presse un sceau, un parchemin s'ouvre en silence. Un messager s'incline, portant vers la chaîne de commandement
l'ordre codé. Le spectateur retient son souffle. Puis, la bande-son change. D'un bourdonnement feutré, elle passe à une pulsation rapide et mesurée, comme le battement d'un cœur en fuite. Dans le même mouvement, les visages des officiers, filmés en gros plan, trahissent un mélange de détermination et de crainte respectueuse. Le script détaille leurs gestes. L'encre qui coule, le tampon qui s'imprime, l'ombre projetée par le drapeau sur la table de réunion. Tout concourt à renforcer l'idée que ce nom, Opération de l'assassin, n'est pas qu'un simple code, mais une promesse. Frapper l'ennemi avec précision mortelle. Le récit bascule alors vers une mise en scène tactique. Carte stratégique, route d'approvisionnement, force déployée. On entend le narrateur glisser, comme à mi-voix. Chaque cible a été choisie pour son impact symbolique autant que stratégique. Cette phrase, posée calmement, fonctionne comme un électrochoc. L'attaque n'est pas aveugle, elle est chirurgicale. Le assassin n'est pas une métaphore creuse, mais une ligne directrice. Frapper vite, frapper fort, et disparaître avant même que l'adversaire ne comprenne ce qu'il a frappé. Pour ancrer l'émotion, le script insère un témoignage, celui d'un pilote à l'approche de sa cible. On entend son souffle, on perçoit, à travers le hublot d'un cockpit nocturne, des lumières scintillant sur une ville endormie. Je ne pense plus à la frontière, seulement à la mission, confie-t-il d'une voix feutrée. Le contraste entre l'imagerie poétique de l'astre lunaire et la froideur de l'ordre militaire crée un vertige narratif. Jusqu'où peut aller une frappe pensée comme un coup de couteau dans l'obscurité? Le montage s'accélère. Flash d'appareils se préparant au décollage. Silhouettes encapuchonnées ajustant leurs équipements. Écran de contrôle clignotant. Le nom, Opération de l'assassin, résonne à chaque transition, imprimant dans l'esprit du spectateur cette idée d'une offensive sans appel. Sans conclure ni trahir l'issue, cette partie du script s'achève sur l'instant précédant le déclenchement. Un compte à rebours en sourdine, l'ultime doigt posé sur un bouton. Et là, l'écran passe au noir, laissant planer l'épée de Damoclès d'une action dont l'intensité vient à peine de commencer. Une lueur dorée filtre à travers les volutes d'encens, dessinant des arabesques éphémères sur les murs de pierre d'une salle aux allures de sanctuaire oublié. Là, un érudit feuillette un manuscrit jauni, ses doigts caressant les lignes tracées il y a des siècles. C'est dans ces pages du livre des nombres que naît l'idée de l'assassin. Non pas le tueur furtif que l'on imagine, mais l'image d'un peuple opiniâtre, d'une force qui se lève sans relâche. Le narrateur introduit alors Ibn Baoura, ce sage musulman médiéval dont les écrits enjolivent la prophétie d'un étrange parallèle entre un peuple et l'assassin. Loin de toute violence gratuite, l'assassin biblique est une figure métaphorique. Il incarne la persévérance implacable, l'irrésistible ascension d'une vendange de conviction qui ne s'épargne ni relâche ni pitié, à mesure que le commentaire déroule ses vers. C'est un peuple comme l'assassin, qui se lève, et qui se lève comme l'assassin, qui ne se lève pas pour manger de l'assassin et pour boire de la mort. Le spectateur sent monter un vertige. Pourquoi ce rythme obsédant, cette répétition presque hypnotique? Le script emprunte alors une tonalité scandée, presque oratoire, pour faire résonner chaque se lève comme un tambour, chaque assassin comme un gong annonçant l'irréversible. Le décor change. Nous sommes dans une oasis désertique, palmiers et dunes à perte de vue. Cette étendue achève de dépayser le spectateur, étirant l'espace, tout comme le texte ancien étire la signification d'un mot. Sur la caméra virtuelle, l'œil glisse de l'eau miroitante aux vestiges d'un hôtel antique, symbole de la rencontre entre foi et stratégie. Une voix off, grave et mesurée,
explique la genèse du passage. Le livre des nombres, rédigé autour du XIIIe siècle avant Jatassé, décrit la traversée des Hébreux, leur marche incessante vers une terre promise, leur résilience face aux épreuves. Comme eux, l'assassin doit avancer, encore et toujours, sans jamais se détourner de son dessein. Puis, le narrateur joue sur la polysémie. L'assassin peut être celui qui frappe dans l'ombre, mais aussi celui qui se lève pour révéler la lumière d'une nouvelle ère. Cette dualité, captivante, est soulignée par un fondu enchaîné sur des scènes d'aujourd'hui. Bulldozer en périphérie urbaine, silhouettes masquées déplaçant des caisses de matériel. Tout évoque la préparation silencieuse d'un bouleversement. Pour immerger davantage, le script intègre un fragment de chant liturgique, aux accords mineurs. Les paroles ancestrales se mêlent au bruit feutré de la salle de guerre moderne. Les contrastes s'entrechoquent, anciens et contemporains, sacrés et profanes, mais toujours sous l'égide du même mot passe, assassin. Sans jamais nommer explicitement l'Iran, ce passage invite le spectateur à comprendre que le choix d'un nom n'est jamais anodin. Il puise dans l'inconscient collectif, y instille un mythe, un récit millénaire qui se répercute dans chaque mouvement stratégique. L'opération devient alors un écho de l'histoire, un prolongement d'un combat moral vieux comme le monde. Enfin, alors que le chant s'éteint et que la lumière décline, la caméra opère un dernier panoramique. Le manuscrit se referme, scellant le lien entre la prophétie d'Ibn Baoura et la froide exécution d'un plan militaire. Les mots anciens, désormais, pilotent les actions d'aujourd'hui, conférant à l'offensive une aura quasi mystique, prête à se déployer sur le terrain. Un grondement sourd parcourt le ciel, alors que l'aube pointe à peine. La scène s'ouvre sur un convoi aux lignes impeccables, avançant en silence sous un voile de poussière. Chaque véhicule glisse comme un fantôme programmé, sans hésitation. Ici, il n'y a pas d'essai ou de retour en arrière. Chaque mouvement contribue à un seul objectif, gravé dans le marbre stratégique. Le narrateur surgit sans prévenir, sa voix posée, presque mécanique. Cette opération ne connaît ni répit, ni détour. À cet instant, on ressent que l'offensive fonctionne comme un métronome de guerre. Les plans s'enchaînent, froids et précis. Déploiement d'unités spécialisées, balayage radar méthodique, drones circulant en essaim. Aucun battement de cils n'est laissé au hasard. Le script coupe brutalement à une salle de commande high-tech, mur tapissé d'écrans, dont la lueur phosphorescente tombe sur les visages impassibles des officiers. Dans chaque œil se reflète un fragment de la même carte. Secteur numéroté, cible prioritaire, timing synchronisé au dixième de seconde. Un doigt effleure un écran tactile. C'est un ordre silencieux, mais irréversible. Puis, sans transition, nous passons à un tableau, non pas un graphique, mais un mouvement chorégraphié de silhouettes armées. Elles progressent en file indienne, pénétrant une usine désaffectée, franchissant les murs comme si ces derniers n'existaient pas. Les échos de leurs pas se répercutent, maîtrisés. À chaque porte ouverte, un signal lumineux dans la gorge de l'agent. Objectif neutralisé, et le convoi avance. Le contraste entre la brutalité de l'action et la précision quasi scientifique des ordres crée une forme d'esthétisme troublant. Le spectateur, littéralement, suit l'assassin à la trace. Il sait qu'il ne s'arrêtera pas tant que la mission ne sera pas achevée. Le rythme du montage, saccadé, renforce cette impression d'inexorabilité. Un plan sur un missile se détachant d'un rail de lancement, un autre sur un bouton actionné par un opérateur lisant un chrono qui tombe, et un troisième sur l'explosion minutieusement cadrée au ralenti. Sans parler de la destruction elle-même, le script joue sur l'avant et l'après.
on entend d'un côté la voix lointaine d'un officier annonçant « cible atteinte », de l'autre le silence glacé du paysage débarrassé de toute présence humaine. Aucune pitié, aucune hésitation. Juste des points à cocher sur une liste stratégique. Pour donner chair à cette implacabilité, une séquence intime se glisse. Un opérateur nettoyant calmement son équipement, réglant son casque avant de rejoindre le flux de données. Son reflet apparaît fugitivement dans un casque de réalité augmentée où défilent les coordonnées GPS. Chacun de ces gestes est précis, maîtrisé, comme si même le rituel de préparation faisait partie de l'assaut. Et tandis que la machine de guerre se meut, le narrateur conclut non par un mot, mais par un silence chargé. La caméra virtuelle recule, emportant avec elle la sensation que l'opération est loin d'être terminée. Le spectateur reste suspendu, conscient que cet engrenage, méthodique, déterminé, sans répit, ne s'arrêtera pas avant d'avoir accompli ce pourquoi il a été conçu.